Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je m'appelle Leslie Warzazi. Je suis la chef adjointe du secrétariat CAFI. Je vous remercie beaucoup à tous pour votre participation à cette session d'information donc sur le déploiement du programme PSE de CAFI. Donc, c'est un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé au niveau régional, hein, qui couvre trois pays, la République démocratique du Congo, la République du Congo et la République centrafricaine. En 30 secondes, je vais juste faire un peu un rappel du pourquoi du lancement de cet appel à manifestation d'intérêt. Comme vous le savez, le Fonds CAFI a été établi en 2015. Depuis 10 ans, on a déployé un certain nombre d'investissements dans les pays de la région qu'on couvre, donc en Afrique centrale. Et ces dernières années, donc sur base des leçons apprises dans la mise en œuvre de ces différents projets liés à l'utilisation des terres, donc pour atteindre un double objectif de préservation de la forêt et de réduction de la pauvreté. Donc, il y a eu tout un nombre de leçons apprises qui ont été tirées donc sur la performance de ces projets, sur la manière, on va dire, d'appuyer au plus près les communautés locales et les utilisateurs des terres, les paysans, pour leur donner des incitations. Donc pour préserver, pour développer des activités de préservation de la forêt et qu'ils reçoivent, on va dire, des incitations pour ce faire, hein, pour ce travail-là. Et ces dernières années, au travers de CAFI, sur demande des gouvernements de la région et des pays donateurs donc de CAFI, il y a tout un travail qui a été développé donc justement pour standardiser une approche de déploiement de donc, ce qu'on nomme de paiement pour services environnementaux, adossé à tout un travail de développement d'un certain nombre d'outils, donc on a co-développé avec nos pays partenaires pour que il y ait un suivi qui puisse être fait donc sur tout le processus des activités donc de paiement pour services environnementaux et des résultats sur le terrain. Donc il y avait un souci partagé entre les gouvernements de la région, les parties prenantes au niveau local et bien sûr aussi les bailleurs, d'avoir des résultats sur le terrain et de fournir donc directement ces incitations aux populations locales qui font ces activités de préservation des forêts. Et donc, il y a eu tout un ensemble de politiques qui ont été adoptées au niveau du fonds CAFI, donc des outils qui ont été développés. Et en 2025, on a fait beaucoup d'avancées et là, voilà, on est en mesure de déployer ça au niveau des pays. Et donc, on est ravis et on a réussi à mobiliser, on va dire, des engagements pour un montant de 100 millions de dollars. Donc engagements qui ont été sécurisés en fin d'année dernière et donc en décembre 2026, une décision du conseil d'administration a été prise hein, donc pour lancer cet appel à manifestation d'intérêt qui va être présenté par mes collègues du secrétariat. Donc encore merci pour votre participation et votre intérêt. Merci beaucoup. Ok.
Merci Nadia. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Camille Pubil. Je travaille au sein de l'équipe du secrétariat de CAFI au niveau de la section de programmation. Donc Nadia, s'il te plaît, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Merci beaucoup. Donc vous voyez ici, je l'espère, l'agenda de cette session. Donc nous avons eu le mot de bienvenue de Madame Leslie Warzazi. Et donc vous avez l'agenda de notre session sous les yeux. Nous allons vous faire une présentation décomposée en 4 points principaux qui va durer à peu près 1 heure à 1 h 10. Et ensuite, nous aurons une session de questions et réponses d'une durée approximative de 40 minutes. Et enfin, le mot de clôture pour une fin de séance à midi. Merci Nadia. Est-ce que tu veux présenter rapidement les règles pour la prise de parole? Ou je peux faire? Merci beaucoup Camille, excuse-moi. La leçon. Oui, alors du coup, comme vous pouvez le voir, pardon. Donc moi je m'appelle Nadia Dalesta, je travaille aussi pour le secrétariat CAFI. Donc pour les règles de la session, donc comme vous pouvez le voir, tous vos micros sont coupés afin d'éviter les interruptions, les micros qui s'allument, etc. Si vous voulez poser des questions, vous allez voir qu'il y a un onglet en bas de l'écran qui s'appelle Q&A, donc Questions and Answers. Vous mettez vos questions dans cet onglet et le secrétariat se chargera de répondre, soit à l'écrit pendant la session si c'est assez rapide, ou alors à l'oral lors de la dernière partie qui sera dédiée aux questions-réponses. On vous a également laissé la possibilité d'écrire dans les commentaires, mais s'il vous plaît, n'y posez pas vos questions, c'est seulement pour des questions logistiques auxquelles on peut répondre. Sinon, il faut vraiment poser les questions dans les Q&A pour que nous, on ait la possibilité de faire la gestion des questions. Le webinaire est donc enregistré comme vous pouvez le voir. On publiera la vidéo sur le site de CAFI à la fin de la session. En cas de problème de connexion ou autre question logistique, vous pouvez utiliser le chat ou vous pouvez m'écrire un mail si vraiment vous n'arrivez pas à vous connecter. Et comme a dit Camille, la session durera donc 2 heures. Donc normalement, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Nadia. Donc sur ce, je pense qu'on peut passer directement à la présentation. On voit des mains levées. Sachez que nous allons dérouler la présentation, donc sans qu'il y ait finalement de possibilité pour les uns et les autres de poser des questions à l'oral. Et donc on prendra les questions à l'écrit, comme Nadia l'a dit, via le module Q&A lorsque le temps imparti le permettra, donc après la présentation. Bruno, s'il te plaît, pour la première partie de la présentation, merci beaucoup. Tu es en mute. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Bruno Hugel, je suis conseiller technique au sein du secrétariat CAFI en charge du chantier PSE au niveau technique, au niveau régional. Donc, je vais commencer par vous présenter le cadre qui a été mis en place par le CAFI avec tous les pays de la sous-région au niveau régional et qui est ensuite contextualisé au niveau de chaque pays. Donc, vous connaissez bien le contexte des moteurs de déforestation et des dynamiques du couvert forestier dans la sous-région, qui est très similaire effectivement aux autres bassins forestiers tropicaux, avec quand même une grosse distinction, c'est que dans la sous-région, contrairement à l'Amazonie ou l'Asie-Pacifique, c'est beaucoup moins des moteurs industriels et plutôt une multitude de petits producteurs, dans la grande majorité, qui sont à l'origine de cette déforestation avec les besoins légitimes de produire la nourriture, le charbon de bois, le bois d'œuvre pour les besoins en fait au niveau local et au niveau local et national. Et donc le gros enjeu, c'est dans la modification de ces dynamiques de perte du couvert forestier, de voir comment soutenir des millions d'utilisateurs des terres à produire de manière durable ces besoins absolument essentiels, tout en préservant les forêts. Pour ça, effectivement, il y a besoin d'utiliser des nouvelles manières de faire, beaucoup plus basées sur la performance, de manière beaucoup plus directe,
simple, efficiente, transparente, en s'appuyant sur effectivement de nouvelles opportunités et ouvrant un certain nombre d'opportunités. Et donc, nous sommes convaincus qu'effectivement, c'est notamment à l'image d'autres régions, d'autres pays, les paiements pour services environnementaux qui sont un outil essentiel, un instrument essentiel dans la mise en œuvre de tous de cette nouvelle démarche, axée vraiment sur à la fois le couvert forestier et la satisfaction des besoins essentiels des populations et du développement local. Donc, quand on parle de PSE, de paiement pour services environnementaux, de quoi parle-t-on? On parle de contrats volontaires entre deux parties, avec notamment un fournisseur de services environnementaux, que ce soit un individu ou une communauté, qui est payé pour un service environnemental. Et là, j'insisterai sur le terme service environnemental, en utilisant, ou là, on utilise effectivement un proxy qui correspond en fait à une bonne utilisation des terres, comme c'est le fait dans d'autres pays et d'autres régions du monde. Donc, utiliser comme service environnemental cette bonne pratique d'utilisation des terres telles que l'agroforesterie, le reboisement, la conservation, etc. C'est les activités qui sont mentionnées justement ci-dessus, sachant que chacune de ces bonnes pratiques d'utilisation des terres permet de sécuriser de multiples services écosystémiques. Vous aurez certainement entendu le terme aussi, où là on parle plutôt de séquestration du carbone, protection des sols, protection de la ressource en eau, etc. Donc on sait qu'effectivement, 1 hectare d'agroforesterie va permettre de sécuriser ces différents services écosystémiques. Donc le service environnemental agroforesterie, qui est très simple à comprendre par tout le monde sur le terrain, c'est donc là-dessus, sur cette bonne pratique d'utilisation des terres, qu'on se focalise, ce qui permet vraiment de rendre les choses très claires pour tout le monde. Un des gros éléments des PSE, c'est que ces paiements sont réalisés aux fournisseurs de services environnementaux si et seulement si le fournisseur met en œuvre les pratiques agréées en respectant les critères de qualité correspondants. Donc, en termes de services environnementaux, donc d'activités PSE, on intègre notamment, à l'image de ce qui a été fait notamment au Costa Rica, qui est vraiment une grande référence internationale à ce niveau-là depuis 15-20 ans, l'agroforesterie, de multiples systèmes différents, le reboisement, tout ce qui est agriculture libre de déforestation ne serait pas déjà repris sous l'agroforesterie. Tout ce qui est régénération forestière, que ce soit en savane ou en forêt dégradée, et la gestion durable des forêts, ainsi que la conservation des forêts. Donc, dans ce cadre-là, CAFI a travaillé avec tous les pays de la sous-région pour mettre en place un cadre PSE régional standardisé. On a parlé de l'enjeu énorme d'appuyer des millions, des centaines de milliers, des millions de personnes à répondre aux besoins essentiels tout en préservant les forêts. Donc, il y a vraiment un élément de mise à l'échelle qui est essentiel, et ça, ce n'est possible qu'en standardisant, en permettant de standardiser, en créant les outils qui vont permettre de passer à cette échelle, de s'assurer que là où c'était difficile de travailler avec 50, 100, 1000, 2000 personnes, on doit pouvoir travailler avec 10 000, 20 000, 50 000, 200 000 personnes, etc. Avec les mêmes ressources, plus ou moins les mêmes ressources et les mêmes éléments. Donc, avoir ce cadre standardisé qui permet de s'assurer qu'on utilise directement et qu'on systématise l'utilisation des meilleures pratiques de manière la plus rapide et efficace possible. Donc, on a évoqué dans ce cadre PSE régional standardisé, on a évoqué les 6 activités PSE. Elles peuvent être mises en œuvre selon 2 grandes modalités. Les PSE dits individuels, on va dire à l'échelle d'un individu, on va dire plutôt d'un ménage, aussi bien que collectif, au niveau d'une communauté, d'un groupe de personnes, et avec la possibilité justement de pouvoir travailler sur des PSE individuels et ou collectifs, selon ce qui a le plus de sens au niveau local, notamment en lien par exemple avec la gestion des ressources et les aspects fonciers. Dans cette idée toujours de pouvoir systématiser les meilleures pratiques, on a défini tout un ensemble de prérequis basés sur l'expérience au niveau sous-régional de ces 10-15 dernières années notamment, ainsi que toutes les meilleures pratiques au niveau international, en intégrant notamment tout ce qui est des éléments sur l'identification claire des candidats, encore une fois qu'on parle de
des différents types de fournisseurs, ménages, propriétaires terriens un petit peu plus gros, communautés organisées, qu'on parle de coopératives agricoles, de comités locaux de développement, etc., de groupes de foresterie communautaires, etc. Donc, comment est-ce qu'on identifie clairement le fournisseur de services environnementaux, individuel ou collectif? Systématiquement, bien sûr, les éléments de CLIP, consentement libre, informé et préalable, tous les éléments de droit d'usage foncier reconnus, que ce soit dans le cadre de titres fonciers formels, mais on sait que l'immense majorité des gens et des bénéficiaires ciblés n'ont pas accès à ce type de documents, et donc notamment tout ce qui est foncier coutumier, donc droit d'usage foncier coutumier reconnu, donc toutes des procédures qui ont été mises en place dans ce cadre-là avec les pays de la sous-région. Et tous les éléments en termes de zones éligibles, que ce soit en termes de respect des sauvegardes, de mise en œuvre des sauvegardes sociales et environnementales, et puis tout ce qui a trait au zonage participatif, à l'aménagement du territoire. Donc tout ce cadre a été systématisé au niveau régional avec l'idée qu'effectivement, il y a tout un exercice aussi de contextualisation avec les pays pour s'assurer que toutes ces bonnes pratiques ont été mises en œuvre, ont été clarifiées, ont été développées et contextualisées au niveau national pour savoir comment en RDC, en République du Congo, en Centrafrique ou autre, on va pouvoir démontrer ou mettre en œuvre ça de manière adaptée au contexte local et national. Alors, qu'est-ce qui différencie une démarche PSE d'activité d'utilisation des terres classique, je dirais un petit peu business as usual, puisqu'on a fait tous depuis très longtemps du travail sur le reboisement, l'agroforesterie, c'est pas des choses nouvelles évidemment. Dans les éléments clés, c'est vraiment le fait d'avoir systématisé ce cadre que je viens de vous présenter, notamment des prérequis très clairs en termes justement de meilleures pratiques pour s'assurer que on travaille avec les bonnes personnes, on prévient les risques de conflits, etc. On assure la viabilité à long terme de tout ce qui est fait. On travaille sur base de contrats qui intègrent des critères de qualité et des conditionnalités de paiement explicites pour tout le monde et notamment pour les fournisseurs de services environnementaux. Des exigences en termes de monitoring, de suivi et de rapportage strict, avec notamment systématiquement des données cartographiques, des photos géoréférencées, etc. Je tiens à préciser que vous allez voir plus tard, on intègre un certain nombre d'exigences strictes pour des aspects de transparence et d'audit, de facilité de gestion, de confiance, etc. Mais on a mis aussi en place les éléments qui doivent permettre de répondre facilement à toutes ces exigences et de manière beaucoup plus facile que ce n'a été le cas par le passé. On y viendra. Un autre élément aussi, c'est la vérification indépendante des résultats sur base d'un échantillonnage qui se fera au moins une fois par projet. Et des paiements, on l'a vu encore une fois, conditionnés à la performance via des méthodes de paiement qui permettent de garantir l'efficacité, la rapidité de l'accès au financement et la transparence et la sécurité. Donc les PSE sont vraiment conçus et convenus comme un instrument clé pour appuyer les communautés à l'échelle. Encore une fois, ça reprend tout ce cadre a été mis en place en prenant en compte toutes les expériences au sein de la sous-région, avec toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer, les bonnes pratiques, etc., en les systématisant et en mettant en place les outils qui vont permettre justement de mettre ça à l'échelle de manière très efficace et efficiente. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir mettre en charge les acteurs locaux et les aider tous les acteurs de la chaîne de mise en œuvre des PSE à gérer la complexité d'un tel exercice et notamment de la gestion de l'information depuis les animateurs de terrain jusqu'à ce que ce soit jusqu'au niveau national et international, en gérant l'information et en s'assurant que justement il y a une gestion d'information facile à tous ces niveaux-là, entre ces différents niveaux de mise en œuvre, de manière justement à pouvoir avoir cette transparence, cette efficacité, cette redevabilité très claire. Donc dans ce cadre-là, on a fait toute une revue en fait du cycle des PSE, du cycle de mise en œuvre des projets, définition des règles, candidature, revue des candidatures, contractualisation, la mise en œuvre des appuis techniques sur le terrain, tout ce qui est suivi sur le terrain, la validation des données, jusqu'au paiement, à la vérification indépendante.
On a pu étudier justement tous les blocages qui ont été connus par le passé dans les projets, y compris notamment dans le portefeuille de projets financés par CAFI, mais également les autres projets de la sous-région et de par le monde, pour identifier tous les points de blocage, tous les points de complexité, de manière à s'assurer que dans cette méthodologie développée au niveau national, au niveau régional, mais aussi les outils et les instruments qui sont mis en œuvre, on puisse justement dépasser tout ça, débloquer tout ça, en utilisant encore une fois les meilleures pratiques dès le départ, ne pas réinventer la roue à chaque fois, s'assurer que les données sont sécurisées, qu'elles puissent être gérées rapidement, que la contractualisation puisse être faite en masse, c'est quelque chose qui est souvent quelque chose de très lourd et difficile, que les données puissent être collectées sur le terrain de manière fiable et riche en utilisant justement données cartographiques, photogéoréférencées, etc., qui permettent la transparence, la redevabilité et la communication. Et puis tout ce qui est de revue rapide et facile des résultats pour arriver au paiement systématique. Donc dans ces cadres-là, CAFI a développé avec les pays de la sous-région un outil de gestion des PSE qui doit justement permettre de faciliter la gestion d'informations, avec notamment une base de données en ligne qui permet de centraliser et de sécuriser les données de manière systématique, appuyer un outil de collecte mobile des données qui permet de collecter l'information spatiale et non spatiale. C'est des outils, notamment comme Toolbox, qui sont déjà largement utilisés dans la sous-région, mais où là, on veut absolument systématiser l'utilisation. Et puis développer toute une plateforme de gestion qui va faciliter la gestion de l'information et des processus, mais aussi aider à faciliter la gestion des équipes. Encore une fois, c'est beaucoup de monde différent depuis les agents de terrain, les agents de suivi et évaluation, les chefs de projet, etc., tout au long de la chaîne. L'objectif, c'est de fluidifier toute cette chaîne d'information et de s'assurer que pour récupérer l'information cartographique, pour récupérer les photos géoréférencées, etc., pas besoin de doctorat en cartographie ou en télédétection. On a au sein de cet outil toute l'information qui est rassemblée, qui peut être collectée de manière très simple sans avoir besoin de se connecter à multiples logiciels, de transférer l'information, etc., etc. Et donc, sur base de cette base de données, outil de collecte mobile des données, plateforme de gestion, on a intégré également une plateforme de télédétection qui doit permettre justement d'avoir accès à tout ce qui est statistiques du couvert forestier, alerte de déforestation en temps réel, savoir où sont effectivement tous les contrats, tous les bénéficiaires, etc. Toute une interface de gestion de l'information et de tableau de bord sur les projets, sur le projet et la mise en œuvre, et un outil justement de paiement numérique, que ce soit sous forme de paiement mobile ou de coupons numériques, de coupons virtuels. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas possibilité d'avoir aussi du cash, mais l'idée, c'est effectivement de pouvoir partout où c'est possible, utiliser les paiements numériques, les méthodes de paiement qui permettent de garantir que l'argent va le plus vite possible, de la manière la plus transparente et directe au niveau du terrain. Donc, avant de passer la parole à mes collègues, je vais vous présenter très rapidement juste un petit aperçu de cet outil. Donc là, je suis connecté en tant que chef de projet. Donc, quand vous aurez accès effectivement à cette plateforme pour gérer la mise en œuvre du projet PSE, à partir du moment où vous avez votre login qui correspond à votre rôle dans la chaîne de mise en œuvre des PSE, chaque utilisateur a accès justement, arrive sur cette page qui permet de gérer les actions à réaliser, le traitement de l'information qui a été reçue du terrain via la collecte mobile des données, en précisant qu'un agent de terrain n'a pas besoin d'avoir accès à cette plateforme ou d'avoir un accès à un ordinateur. Bien sûr, il peut avoir accès à cette plateforme avec son rôle. Mais au niveau du terrain, au niveau des animateurs terrain, simplement accès à un smartphone ou une tablette permet de collecter l'information. Il n'y a pas besoin d'avoir accès à Internet pour collecter cette information. Dès qu'on a à nouveau accès à Internet, l'animateur terrain peut synchroniser, peut télécharger l'information qui est à ce moment-là disponible directement aux agents de suivi évaluation et à tout le monde dans la chaîne d'information dès que c'est disponible, qui permet de traiter l'information très rapidement. Cette plateforme, cet outil de gestion de l'information PSE est articulé en modules.
qui permettent de gérer le projet et de tout le long du cycle PSE. On avait parlé notamment de tout ce qui est, par exemple, candidature. On va pas aller dans une présentation extrêmement précise et détaillée de l'outil à ce stade, mais encore une fois, on a accès, si par exemple je suis chef de projet ou chargé de suivi évaluation, j'ai accès à toutes les candidatures qui ont été réalisées, qui ont été collectées. Un certain nombre d'éléments qui permettent de faire des alertes de problèmes de qualité ou de risques à gérer de manière à pouvoir gérer facilement l'information. Toute l'information collectée est disponible directement en ligne. Systématiquement, l'information géographique, que ce soit un point GPS ou un polygone qui a été collecté avec le smartphone et la tablette, est disponible directement dans l'interface sans avoir besoin de passer par un logiciel de cartographie. Et des alertes sont réalisées si jamais effectivement des candidatures sont réalisées dans des zones où ça ne devrait pas avoir lieu. Les photos géoréférencées, encore une fois, récupérées directement avec le smartphone ou la tablette, sont accessibles directement et permettent de vraiment documenter l'état des lieux avant le contrat PSE et au fur et à mesure de la mise en œuvre, avec tout un élément aussi de rassemblement des différents éléments de la candidature PSE pour la revue simple et facile des documents d'éligibilité, les éléments d'audit, etc., qui permettent justement de s'assurer que tout est OK. Il n'y a pas besoin, au moment du reporting, au moment des audits, etc., de récupérer les choses, d'essayer de rassembler les choses de manière très difficile. Et tout un élément, encore une fois, de gestion d'équipe pour partager le travail, organiser les équipes, le travail, la répartition du travail sur le terrain, etc. Toute candidature approuvée permet à ce moment-là de générer des contrats en masse. Encore une fois, toute candidature, à partir du moment où vous avez une liste de 10, 50, 100, 500 candidatures qui sont, elles, OK, aucun flag, aucun risque, tout a été géré. Ça permet de générer des contrats en quelques clics sur une très grande quantité de gens, de passer à l'appui sur le terrain et une fois que les résultats ont été obtenus, de pouvoir documenter, encore une fois, le travail réalisé. Je vais donner exemple. Là, vous voyez effectivement tout ce qui a été fait en termes de préparation des missions, de différentes données de monitoring avec leur statut, les décisions qui ont été prises. Je vais prendre encore une fois un exemple très rapide, mais qui va permettre d'identifier à quel stade d'un contrat PSE la visite de monitoring correspond, d'avoir systématiquement une chaîne de redevabilité, donc qui a fourni l'information sur le terrain, qui a traité cette information pour que ça arrive jusqu'au chef de projet, la décision de paiement ou pas en fonction de la qualité des résultats. Encore une fois, toujours ces éléments de cartographique très faciles à gérer, d'informations, de photos géoréférencées qui permettent de documenter les résultats de manière très claire, de rassemblement de l'information, jusqu'aux décisions en termes de critères de qualité respectés ou pas, etc. Les besoins éventuellement en termes de remédiation avant de pouvoir arriver au paiement. Et donc, à chaque fois, quand des critères de qualité ne sont pas rencontrés, ne sont pas au niveau, des alertes qui sont réalisées, mais à partir du moment où effectivement les éléments sont bons, des calculs automatiques des paiements dus, l'intégration de bonus, ça c'est quelque chose qu'on peut s'entendre à l'avance pour aussi encourager les meilleures pratiques, par exemple des contrats signés par des femmes, l'utilisation d'espèces endogènes, etc., etc. Et donc de pouvoir à ce moment-là réaliser le paiement selon les outils numériques, selon les différentes modalités, les différentes méthodes de paiement qui sont pertinentes sur le terrain dans la zone. Pour aller très vite, il y a tout un élément également une composante aussi, un module de tableau de bord qui doit permettre justement à toutes les équipes de projet de gérer l'information, que ce soit au niveau des candidatures, des contrats, des résultats, etc., et de pouvoir justement gérer facilement le projet ou les projets. Un module de paiement. Et puis, accès à tout ce qui est portail de cartographique, encore une fois, pour s'assurer que toute l'information est rassemblée au même endroit et facile à gérer, de manière à pouvoir s'assurer qu'on va pouvoir traiter cette information de manière très facile, traiter les équipes, gérer
tout ce qui est réalisé. Donc, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de vous faciliter la vie dans le fait d'arriver à des résultats, de gérer vos équipes et le processus de mise en œuvre, et s'assurer qu'effectivement, la redevabilité et la transparence sont au rendez-vous, ce qui aide aussi à communiquer, à assurer la confiance sur le processus et le mécanisme. Je vais m'arrêter là et repasser la parole aux collègues. Quentin, peut-être que tu veux reprendre la main sur la présentation? C'est Nadia qui passe. Bonjour, je m'appelle Bruno Gay, donc je vais complémenter la présentation qui a à peine été faite par mon collègue Bruno Hugel en vous parlant de la programmation basée sur la performance. Alors ici, cette section de la présentation s'adresse tout particulièrement aux organismes de mise en œuvre. C'est pour vous permettre de comprendre le type de relation que CAFI compte développer avec les organismes de mise en œuvre et vous expliquer comment on compte travailler avec vous sur base de la performance. Donc, il y a des politiques et directives existantes pour tous les projets CAFI. Donc, c'est important de faire un petit rappel. Donc, il y a une politique de budgétisation, une politique sur les cofinancements, une politique de suivi-évaluation et des lignes directrices. Donc, tout ça s'applique à tous les projets CAFI. C'est juste un petit rappel. Vous pouvez avoir accès à cette information-là sur notre site web. Vous pouvez télécharger les décisions pertinentes. Maintenant, on amène, dans le cadre de la programmation basée sur la performance, donc qui s'applique à tous les projets PSE, on amène une série euh, de prérequis additionnels. Donc, il y en a quatre. On va discuter rapidement aujourd'hui. Donc, on demande un ratio budgétaire entre les investissements de soutien et les investissements sur le terrain, minimum. On a une aspiration à augmenter le nombre de financements qui arrivent directement aux fermiers et aux communautés organisées sur le terrain. On demande aux organismes d'expliciter les coûts attendus des activités sur le terrain, des activités habilitantes. On peut passer, s'il vous plaît? Ensu- euh, Et ensuite, on demande, on établit un montant euh, pour maximum pour le premier décaissement et donc un minimum pour des décaissements qui sont basés sur la vérification indépendante des résultats. Et finalement, on établit un cadre général pour déterminer l'impact des résultats de la vérification indépendante de tous nos projets sur les décaissements qu'on fait aux organismes de mise en œuvre. On peut passer, s'il vous plaît, et dérouler tout de suite. Donner un coup, s'il vous plaît. Donc d'abord, en termes de ratio budgétaire entre les investissements habilitants et les investissements sur le terrain, alors la politique fixe un objectif ambitieux mais aspirationnel. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est un critère important qu'on utilise pour évaluer les projets. Donc on s'attend à ce que 70% des budgets soit pour le soutien direct aux agriculteurs et aux communautés. Alors, on parle de toutes sortes d'appuis ici. Ça peut être des appuis en espèces, des bons d'achat, des intrants, des matériaux agricoles. Donc, dans le cadre du développement de vos projets, c'est important de vraiment mettre l'emphase là-dessus. Nous, ce qu'on vise, c'est avoir des projets avec un maximum de ressources qui va sur le terrain et un minimum de ressources qui est utilisé pour des activités habilitantes de toutes sortes, des consultants, du personnel, etc. Alors, on peut donner un exemple numérique sur la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, si on a un projet de 20 millions, CAFI autorise des coûts indirects de 7% pour les organismes de mise en œuvre. Ça, c'est des coûts maximum. Donc, il y a donc 18,6 millions de coûts directs. On autorise des frais de gestion de projet un maximum de 18%. Donc, ici, vous avez 348 millions. Donc, sur les coûts directs restants, 15 millions, on s'attend à ce qu'un minimum de 70%, donc 10,7 millions, soit pour l'appui direct aux agriculteurs et communautés. OK, donc, si on regarde l'ensemble du projet, ça donne un minimum de 53% du budget total. Donc, ça, c'est l'objectif.
Donc ça paraît difficile, mais quand on regarde l'ensemble, c'est vraiment un objectif important. Et votre capacité à faire arriver un maximum de ressources sur le terrain, donc d'être très efficace au niveau de vos coûts de gestion et vos coûts habilitants va influencer la décision de travailler ou non avec vous. Ensuite, en termes des coûts des activités, donc ce qu'on vous demande, par le passé, on n'avait pas, les organismes de mise en œuvre ne créaient pas des projets sur base d'estimation comparable des coûts d'obtention des résultats. Donc, on n'avait pas d'informations très claires sur le coût exact d'un hectare, combien ça coûte faire un hectare d'une des six activités PSE. Maintenant, ce qu'on vous demande donc, c'est de collecter et présenter toutes vos données sur les coûts fixes, donc en termes de terrain, infrastructure, équipement, personnel, les coûts variables, et de calculer le coût par hectare pour chaque activité, pour chacune de ces activités d'un projet. Et ensuite, de normaliser des données pour permettre des comparaisons équitables et des coûts analysés obligatoires. Ça va nous permettre de comparer les projets les uns avec les autres. Évidemment, au stade de l'expression d'intérêt, c'est difficile d'avoir des estimés précis. Néanmoins, lorsqu'on vous demande d'estimer l'ampleur l'ampleur et les impacts de votre projet, vous devez avoir une idée des coûts. Donc, si vous avez pas beaucoup d'expérience de terrain dans la zone et vous n'avez pas ce genre de données-là, ça va être difficile pour vous de répondre aux exigences de notre expression d'intérêt. Donc, je pense que c'est important de le dire. Nous, on s'attend à ce que nos projets soient, nos organismes de mise en œuvre aient une très, très bonne idée de leurs coûts. Quels sont les coûts pour obtenir les résultats escomptés? On peut passer. Euh, bon, c'est sûr qu'on s'attend aussi à ce que vous justifiez la structure de coûts hein, sur base de l'emplacement géographique, l'éloignement, le type de culture ou d'élevage, le climat, l'échelle des opérations que vous comptez développer et le type d'agriculture. Donc, c'est sûr qu'il y a des facteurs qui influencent les coûts et ceci devrait être explicité dans votre expression d'intérêt. C'est évident que travailler dans les régions très éloignées peut augmenter, peut changer la structure de coûts. Bon, il y a plusieurs variables, donc c'est important de l'expliciter. Ensuite, en termes de décaissement. Le premier décaissement ne peut pas dépasser 40% du budget total du projet. Ok? On s'attend à ce que 60% des décaissements de CAFI vers les organismes de mise en œuvre. Donc ici, on ne parle pas de la relation entre les organismes de mise en œuvre et les fournisseurs de services environnementaux. On parle bel et bien de la relation entre CAFI et vous en tant qu'organisation de mise en œuvre. Donc, nous, on compte travailler le maximum possible sur base de la performance. Et donc, les décaissements qui seront faits dépendront d'une vérification indépendante. C'est très important. Il y a au moins une vérification indépendante durant la durée de vie d'un projet, mais pour les projets PSE et dans le contexte de cette année, on s'attend à ce que ces exercices soient récurrents. Donc, durant un projet dont la durée est de 5 à 6 ans, on s'attend à au moins deux vérifications indépendantes. Et ce sont ces vérifications indépendantes qui conditionnent les décaissements de CAFI vers l'organisme de mise en œuvre. Donc, on veut absolument responsabiliser et tenir disons, rendre redevables les organismes de mise en œuvre pour les résultats attendus. Lorsque dans un projet, on fixe des cibles, il faut que ces cibles-là soient atteintes. Et si elles ne sont pas atteintes, ben, on va voir dans la prochaine diapositive quel impact ça aura. On peut passer à la prochaine. Donc, il y aura donc un exercice de vérification indépendante qui est fait périodiquement par un organisme certifié en la matière, donc une entité qui est accréditée au Forum pour l'accréditation mondiale, qui applique la norme ISO 14000. Et donc, on évaluera donc l'atteinte des cibles prévues pour lequel le premier décaissement aurait été fait. Donc, s'il y a faible performance, donc moins de 30% des résultats attendus sont vérifiés, le projet sera arrêté. Il n'y aura pas de deuxième décaissement. Donc ça, c'est important. Euh,
Donc, c'est très important. Les projets, il y en a quelques-uns dans le portfolio CAFI aujourd'hui. Il faut que ce soit très clair pour vous que vous serez redevable pour les résultats. S'ils sont pas atteints, les projets seront arrêtés. Il n'y aura pas de possibilité de continuer un projet qui n'arrive même pas à livrer 30% des résultats. Lorsqu'on aura une performance moyenne des résultats, le projet se poursuivra, mais ces résultats, ces objectifs sont révisés à la baisse et la deuxième tranche de décaissement sera aussi révisée. Lorsqu'on a une performance forte, le projet se poursuit avec les objectifs tels que définis et l'organisme de mise en œuvre doit s'engager néanmoins à mettre en œuvre des actions correctives nécessaires identifiées par le vérificateur indépendant. Alors ça, c'est un élément important de ce qu'on introduit comme processus. Ces vérifications indépendantes visent à permettre aux organismes de mise en œuvre aussi d'apprendre de leurs faiblesses et de s'améliorer dans le temps. Finalement, les projets qui ont une excellente performance seront, évidemment, les décaissements seront faits sans condition, mais seront aussi priorisés pour une extension. Donc, l'objectif à travers le temps, c'est que les organismes de mise en œuvre qui performent et obtiennent des résultats, on continue à travailler avec eux et on arrête de travailler avec ceux qui obtiennent une faible performance. Donc, voilà la logique. Donc, ceux qui ont une excellente performance pourront avoir des extensions et ceux qui ont une faible performance seront arrêtés. Donc, voilà pour cette politique de programmation basée sur la performance. Merci beaucoup. Donc, je vais passer au point sur les modalités du présent appel à manifestation d'intérêt. Next, s'il te plaît, Nadia. Ok, donc cet appel à manifestation d'intérêt, comme on l'a vu, il s'inscrit dans un contexte particulier. Donc tout d'abord dans le cadre du programme PSE régional de CAFI, qui vous a été présenté en détail en point 1. Donc ici, on a repris le schéma, disons, de la structure des acteurs, des différents acteurs, pardon, qui interviennent dans ce cadre-là. Et d'autre part, au-delà du programme PSE régional de CAFI, cet appel à manifestation d'intérêt s'ancre également dans les feuilles de route nationales pour le déploiement des PSE. Donc chacun des trois pays concernés par cet appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, la République du Congo et la République centrafricaine, ont élaboré des feuilles de route nationales pour le déploiement des paiements pour services environnementaux. Donc dans ce cadre-là, il y a certains projets pilotes qui ont été mis en place, notamment en RDC et en République du Congo, et une phase de déploiement et de mise à l'échelle est prévue. Et donc pour ce faire, il y a le lancement du présent appel à manifestation d'intérêt. Slide suivante, s'il te plaît, Nadia. Donc les objectifs du présent appel à manifestation d'intérêt, c'est de pouvoir sélectionner là où les organisations de mise en œuvre qui vont pouvoir mettre en œuvre des projets dans ce cadre-là. Donc c'est vraiment de pouvoir développer un portefeuille de projets visant à renforcer la résilience des communautés rurales, tout en réduisant la déforestation et donc en se basant sur la nouvelle méthode et les outils qui ont été développés dans le cadre du programme régional PSE, donc tel que ça vous a été présenté précédemment. Donc c'est vraiment cette première étape de l'appel à manifestation d'intérêt, c'est de pouvoir présélectionner finalement les organisations de mise en œuvre qui vont pouvoir développer ensuite, si elles sont sélectionnées, un document complet. Slide suivante, s'il te plaît, Nadia. Merci. Donc, les orientations principales dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt sont les suivantes. L'enveloppe totale qui est disponible est de 100 millions de dollars américains. Il n'y a pas de seuil minimum ni maximum par projet proposé. Donc ça, c'est une donnée qui est assez importante.
vous avez l'information que l'enveloppe totale disponible, c'est 100 millions. Et donc, c'est à vous, de proposer pour votre futur projet, le montant qui semble pertinent. Évidemment, on évalue, votre proposition, en fonction de la faisabilité, des économies d'échelle, etc., qui sont faites. Donc évidemment, si vous partez sur une proposition de 100 millions de dollars américains sans justification, ce ne sera pas considéré comme très pertinent. Les trois pays qui sont concernés par cet appel à manifestation d'intérêt sont, je le répète, la RDC, la RCA et la République du Congo. Chacun des projets proposés peut couvrir un seul pays, deux pays ou les trois à la fois. Là aussi, c'est libre au soumissionnaire de proposer, sa modalité, étant entendu que tout doit être justifié, et qu'on évalue évidemment la pertinence de la proposition. La durée de mise en œuvre des projets, est de 5 ans. Et vous allez voir qu'il est attendu qu'il y ait un ciblage très précis des zones d'intervention qui sont proposées. Là encore, ces zones d'intervention, elles peuvent s'inscrire, dans un, deux ou les trois pays concernés, mais il est fondamental que vous justifiez, et vous allez voir, ça fait partie des critères d'évaluation de votre manifestation d'intérêt. On attend évidemment là aussi, un engagement fort des communautés locales et que ce soit inscrit dans les cadres nationaux, qui sont préexistants, donc par exemple les CLD et les CFCL, pour le cas de la RDC. Les projets doivent s'inscrire, dans les chaînes de valeur, donc évidemment en lien avec, les marchés. Et vous verrez que c'est également un des critères d'évaluation, on y reviendra, juste après. Donc ici, les paiements sont vraiment basés sur la performance, ça a été, présenté, plus en détail, précédemment par, mon collègue Bruno. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un financement initial et éventuellement des refinancements successifs, dès lors que on a la preuve par une vérification indépendante que les résultats visés ont été atteints. Slide suivante, s'il te plaît. Donc il y a différents critères, pour soumissionner. Donc tout d'abord, il y a les critères d'éligibilité des soumissionnaires. Donc ici, l'organisation de mise en œuvre, qui va soumissionner doit être une organisation des Nations Unies, la Banque mondiale ou une organisation non Nations Unies. Et donc c'est ce qu'on appelle l'ONU, en acronyme. Donc c'est Organisation non Nations Unies. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est, une agence de coopération internationale, une ONG internationale ou une ONG, nationale. Donc les NONU, c'est-à-dire les non-Nations Unies, doivent être accrédités à la fin du processus pour pouvoir accéder au financement, de CAFI. Cela étant dit, il n'est pas obligatoire d'être aujourd'hui accrédité pour soumettre votre manifestation, d'intérêt. Étant entendu que, les documents de projet complets devront être signés avant la fin de cette année. Donc quelque part, il y a, une balance, un calcul que vous devez faire si vous êtes une organisation non accréditée pour évidemment vous assurer que vous remplissez tous les critères qui sont attendus pour ce faire. Et donc là, on vous renvoie à l'annexe 3 des termes de référence de l'AMI. Et pour, vous rassurer que, oui, vous pourrez être, accréditable, et que vous pourrez le faire de façon assez rapide, et donc d'ici la fin de l'année. Au risque évidemment de vous retrouver à la fin du parcours, et de ne pas réussir à être accrédité, dans les temps, et donc finalement, de remettre en question, la signature d'un document de projet complet. Donc là, c'est vraiment à vous, en tant que soumissionnaire, de faire cette balance entre les avantages à soumissionner
avec une organisation qui est déjà aujourd'hui accréditée, donc dans le cadre d'un consortium, ou bien de vous lancer parce que vous avez évalué que vous remplissez tous les critères d'accréditation qui sont attendus. Donc mes collègues pourront compléter ces points juste après. Au-delà des critères d'éligibilité des soumissionnaires, il y a des critères d'évaluation des manifestations d'intérêt. Donc ici, on a 7 critères principaux et il faut noter que certains des sous-critères sont éliminatoires. Donc on va voir juste après en détail. Slide suivante, s'il te plaît. Donc les critères d'éligibilité, comme je l'ai dit, les organisations qui ne sont pas des Nations Unies doivent remplir et soumettre en même temps que leur manifestation d'intérêt le questionnaire qui est en annexe 3. Donc ici, on a repris ce questionnaire, vous le voyez ici, et vous pouvez lire sur la phrase qui est en gras, l'accréditation n'est pas nécessaire pour qu'une organisation non Nations Unies soumette une manifestation d'intérêt. Par contre, elle sera obligatoire pour accéder au fonds CAFI. Donc, je répète, si on arrive à la fin du processus, votre projet a été sélectionné, vous l'avez développé. Si vous n'êtes pas accrédité à la fin du processus, on ne saura pas signer le projet avec votre organisation. Slide suivante, s'il te plaît. En complément de ce formulaire qui est à l'annexe 3, il y a des pièces justificatives qui sont à fournir. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez vraiment tous ces éléments qui sont dans les termes de référence de l'AMI. Et donc, on vous invite à lire attentivement toute cette liste, puisque si un seul document n'est pas fourni, votre manifestation d'intérêt, votre dossier est considéré comme incomplet et donc rejeté. Suivant. Donc ici, vous avez le détail concernant maintenant les critères d'évaluation. Donc, première étape, vous avez soumis votre manifestation d'intérêt basée sur les critères d'éligibilité. On va évaluer si on peut ou pas analyser techniquement votre soumission. Donc votre dossier est complet, vous êtes une organisation éligible, parfait. On va maintenant se concentrer sur le contenu de votre évaluation. Et on se concentre sur ce contenu sur base de 7 différents critères d'évaluation que vous avez ici en détail avec des notations qui sont prévues pour chacun de ces critères. Donc le premier, c'est la zone d'intervention proposée. Vous avez vraiment des sous-critères suffisamment détaillés pour vous permettre de faire une proposition la plus détaillée et la plus pertinente possible, on l'espère. Et donc, vous devrez remplir votre formulaire de manifestation d'intérêt à la lumière de ces sous-critères, puisque vous savez d'ores et déjà que c'est sur cette base que nous allons évaluer votre proposition. Donc, ce premier sous-critère, il est noté sur 10. Suivant, s'il te plaît, Nadia. Et ensuite, vous avez tous les autres. Je vais vous épargner la lecture des critères et des sous-critères. Simplement attirer votre attention sur le sous-critère 2.1 et le 2.3, qui sont les deux sous-critères éliminatoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si finalement les modalités de mise en œuvre envisagées et la structuration préliminaire du budget que vous avez proposé ne sont pas alignés avec les politiques et les principes du programme régional de CAFI, qui sont suffisamment détaillés dans les termes de référence, et que donc on estime que quelque part vous avez fait un peu un hors-sujet. Donc on considère que ces sous-critères ne sont pas atteints et donc votre manifestation d'intérêt sera éliminée. On voit ensuite les deux derniers critères avec, vous voyez, une pondération qui dépend évidemment de l'importance
de chacun d'eux. Donc vous pouvez voir par exemple que le critère 6, les capacités opérationnelles pour un déploiement rapide, a été considéré comme suffisamment important pour qu'il soit noté sur 20. Donc la note globale qui est attribuée est sur 100. Et dans la slide suivante, on voit l'interprétation qui est donnée. Donc ici, encore une fois, si vous obtenez un seul non parmi les deux sous-critères qui sont éliminatoires, alors votre manifestation d'intérêt ne sera pas considérée, elle sera éliminée. Et enfin, vous avez des critères de notation. Donc en gros, si vous obtenez une note supérieure ou égale, on considère que votre proposition est recommandée. Si vous arrivez sur la tranche précédente, votre proposition comporte un risque de sous-performance. Et ensuite, si c'est inférieur ou égal à 60, il y a un risque élevé de sous-performance, voire ensuite en deçà de 40, la proposition n'est pas du tout recommandée. Donc pour récapituler, le calendrier indicatif, donc aujourd'hui l'appel à manifestation d'intérêt a été publié, donc le 22 décembre, donc il est actuellement ouvert, suite à une décision du conseil d'administration de CAFI et la non-objection des 3 gouvernements qui sont concernés. Il est ouvert jusqu'au 27 février 2026, jusqu'à 17h GMT plus 1. C'est la date limite de soumission de toute manifestation d'intérêt. Donc suite à cette soumission, la slide précédente, s'il te plaît Nadia, il y aura l'instruction de ces soumissions. Ça veut dire qu'on regarde la conformité, encore une fois sur base des critères d'éligibilité, et les critères ensuite d'évaluation pour voir la qualité de votre manifestation. Suite à cela, il y a une décision du conseil d'administration de CAFI qui est prise et il y a évidemment une non-objection des gouvernements qui s'ensuit. À la suite de ça, vous serez notifié si vous êtes sélectionné ou pas. Donc on estime à peu près au mois d'avril. Suite à cette notification, vous serez invité, si vous avez été sélectionné à la première étape, vous êtes invité à rentrer dans cette seconde étape qui est le développement des documents de projet, donc des documents de projet complets. On appelle ça les PRODOC, documents de projet. Donc vous aurez 4 mois pour développer votre PRODOC. Et là encore, il y a tout un processus de non-objection du ou des gouvernements. Évidemment, si vous présentez un projet pour un seul pays, vous n'aurez pas à demander au pays voisin sa non-objection. C'est vraiment le pays concerné qui vous intéressera. Et ensuite, même schéma, on rentrera dans le processus d'instruction, donc il y aura une revue de conformité, puis l'évaluation indépendante des PRODOC. Donc suite à cela, il y aura une décision d'approbation du conseil d'administration de CAFI qu'on estime à peu près à septembre, et la signature des PRODOC en octobre 2026. Donc ce calendrier est assez, disons, précis aujourd'hui. Notre impératif, c'est de pouvoir signer tous les PRODOC d'ici la fin de l'année, au risque de perdre les financements. Donc au 31 décembre 2026, il faut que tous les documents de projet soient signés. Slide suivante. Donc, un résumé, oui, pour soumissionner, vous devez, en tant qu'organisation de mise en œuvre, donc chef de file dans le cas d'un consortium, donc à nouveau le consortium, c'est possible, vous devez soumettre votre manifestation d'intérêt, donc en respectant l'annexe 1, qui est le cadre dans lequel vous devez remplir votre manifestation d'intérêt. Il doit être rédigé en français et pour rappel, c'est 15 pages maximum hors annexe. Donc on vous demande de vraiment vous concentrer sur le respect de ces modalités. Pour toutes les organisations non Nations Unies, en plus, vous devrez soumettre le questionnaire de l'annexe 3
et toutes les pièces justificatives qui vous concernent. La date limite de soumission, c'est le 27 février 2026 à 17 heures GMT au plus tard et vous devrez donc soumettre votre manifestation d'intérêt via l'adresse ici que vous voyez sur votre écran et qui est évidemment reprise sur notre site internet à la page dédiée. Voilà. Oui, peut-être une dernière slide. Concernant quelques exemples en fait de consortiums, donc ici c'est une illustration des montages qui peuvent être proposés par des organisations de mise en œuvre chefs de file avec des partenaires. Quand on dit partenaires, ça peut être vraiment des ONG internationales, mais également des ONG nationales. Donc ici, vous voyez deux exemples qui montrent un peu la configuration qui a été proposée et qui a été retenue par le conseil d'administration. Donc ça vous donne un peu une idée de ce qui peut se faire. Donc vous avez une organisation de mise en œuvre principale qui est donc accréditée ou en cours d'accréditation et vous avez des partenaires locaux ou internationaux. Et évidemment, on incite à travailler avec des partenaires locaux, évidemment. Et vous voyez un peu le découpage budgétaire ou voilà de ces propositions. Ceci à titre d'exemple. Merci beaucoup. Ok, vous m'entendez? Oui, Diego. Super. Donc, je vais reprendre la présentation parce que je vais parler un peu sur le processus d'accréditation. J'ai vu déjà qu'il y a quelques questions dans le Q&A, mais je vais adresser ces questions lorsque je présente. Et à la fin, s'il reste quelques types de doutes, évidemment, on va répondre aussi. Je m'appelle Diego Alves. Je suis responsable pour la gestion des processus d'accréditation au sein du secrétariat. Et voilà, aujourd'hui, je vais essayer d'être vraiment objectif parce que nous avons un délai à 2 heures d'expliquer et de clarifier le processus, pas justement d'accès, mais aussi d'assurance qualité qui sont en place pour permettre accès au fonds CAFI pour les entités qui ne sont pas des entités onusiennes, des entités du système des Nations Unies, y compris les agences de coopération bilatérale, y compris des NGOs, et voilà, différents types d'entités. Mais on commence. Euh, Ensuite, s'il vous plaît. Oui, en tant qu'un petit introduction, vous avez vu déjà ici, on parle un fonds CAFI qui est à ce stade capitalisé au niveau de 1 milliard de dollars américains. Peut-être c'est pas connu par tout le monde, mais le fonds CAFI est un fonds géré par le Bureau de gestion des fonds multipartenaires des Nations Unies. Donc, c'est cette entité qui s'appelle MPTFO qui représente le fonds CAFI au niveau juridique. C'est cette entité qui fait la gestion fiduciaire du fonds même. Par exemple, quand on parle un projet, un ami qui cherche des propositions de projets, qui à la fin va trouver un projet avec l'entité A, B ou C, les fonds sera transférés du MPTFO à ces entités sélectionnées.
Donc, c'est une information importante de comprendre que le Fonds CAFI est associé à cette agence des Nations Unies et est géré au niveau administratif et fiduciaire par cette agence. À ce stade, nous travaillons déjà avec 28 organisations déjà accréditées au Fonds CAFI, y compris évidemment des agences des Nations Unies, mais aussi de ONG internationales, des agences bilatérales de coopération, par exemple GIZ, AFD et les autres et d'autres. Euh, à partir de 2026, le conseil d'administration a approuvé l'accès des entités nationales, y compris de NGOs et aussi des entités de gouvernement, pour aussi pouvoir accéder au fonds CAFI. Donc, on commence ces procédures en 2026. Euh, et voilà, une autre chose que je voulais mentionner, c'est qu'il y a un cadre juridique, évidemment, pour ce type de partenariat. Quand on parle de engagement de NGOs, par exemple, au fonds CAFI, euh, après avoir accrédité, le NGO A, B ou C va signer un accord qu'on appelle accord cadre avec le MPTFO. Et voilà, dans cet accord cadre, vous allez avoir accès à les canevas de cet accord à travers de ce lien que j'ai collé ici. Et oui, la présentation sera partagée. Donc, quand vous avez la chance de télécharger le canevas de cet accord, vous allez pouvoir regarder toutes les provisions, les règles, les exigences juridiques, fiduciaires. Et une chose qu'on nous sommes vraiment fiers d'avoir dans les fonds CAFI, c'est ce qu'on appelle le pass-through mechanism. C'est une caractéristique vraiment important. C'est un avantage qui, c'est pas tous les fonds verticaux euh, mettre en disposition pour les entités. Cet mécanisme pass-through, en gros, c'est-à-dire que la mise en œuvre d'un projet utilise les règles, les politiques, les procédures de l'agence de mise en œuvre. Ça veut dire quoi? Donc, si on parle que l'agence, une entité A, est accréditée, a un projet approuvé par le conseil, signe un accord cadre avec le MPTFO, cette agence va mettre en œuvre le projet selon ses règles, selon ses politiques. Et voilà, à nouveau, ce n'est pas tous les fonds. Et pour nous, c'est un caractéristique qui nous aide beaucoup à mobiliser les partenaires parce que c'est un avantage pour un partenaire de pouvoir faire une mise en œuvre comme ça. C'est important aussi de distinguer ce qu'on appelle organisme de mise en œuvre et aussi partenaire de mise en œuvre. Euh, Quand on parle d'organisme de mise en œuvre, on parle de l'organisation de l'entité qui va être accréditée, qui va signer le contrat et qui va recevoir l'argent directement du MPTFO. On fait l'accréditation pour ce type d'organisme, pour cette caractéristique. J'ai vu qu'il y a des questions si tous les partenaires qui vont travailler en dessus de l'organisme de mise en œuvre doivent aussi être accrédités. La réponse, c'est non. On va accréditer le procédure d'accréditation, compris justement l'agence qui va recevoir l'argent directement du MPTFO. Ça sera l'organisme qu'on va faire les évaluations de contrôle financier, qu'on va faire toutes les évaluations que je vais présenter un peu plus ensuite. Mais à partir de l'agence qui reçoit l'argent directement, des fonds directement du MPTFO et les plusieurs partenaires de mise en œuvre, le fonds CAFI ne fait pas quelque type d'évaluation ou pour faire d'accréditation. OK?
On a vu, par exemple, dans la diapositive que Camille vient de présenter, deux exemples, CFC et WWF. Si tu peux revenir, Nadia. Voilà. Donc, dans ces deux exemples-là, on a fait le processus d'accréditation justement avec CFC et WWF, pas avec ce plusieurs partenaires locaux. OK? Donc, je sais que c'est une question qui ici, là, peut être posée, donc je voulais clarifier ça. OK, on revient. Merci. Voilà. Aussi, je veux clarifier quelque chose par rapport à le rationnel du processus d'accès. La première chose, c'est que, et c'est une question souvent posée aussi, c'est que toutes les règles d'accréditation au fond CAFI sont harmonisées euh, par cette agence que j'ai expliqué, le MPTFO, et c'est harmonisé parmi tous les autres fonds dans la même catégorie que le CAFI. Donc, il y a dizaines de fonds verticaux gérés par le Bureau des Nations Unies de gestion des fonds multipartenaires. Et tous ces fonds-là utilisent le même critère d'accréditation. Les trois évaluations, la liste de documents qui doivent être fournis, toutes ces exigences sont harmonisées top-down. Ce n'est pas une décision que CAFI a un jour décidé d'établir. Ensuite, je veux parler aussi j'ai vu une question et je réponds maintenant. J'ai vu une question qui demandait si une agence qui n'est pas encore accréditée, si elle peut participer dans cet AMI. Oui, bien sûr. Donc, euh, les critères d'accréditation sont listés dans l'appel, dans le corps, les contenus de l'appel. Et c'est important que les agences qui veulent participer dans cet ami regardent déjà ces critères parce que vous pouvez déjà voir que, ah, voilà, pour cette évaluation ici, il n'y a pas du tout la chance que je peux participer parce que, par exemple, nous n'avons pas euh, une politique contre harcèlement sexuel. Et celui-là, c'est un exemple d'évaluation qu'on va faire. Oh, voilà, nous n'avons pas un département de finances bien établi, un département d'achat. Voilà. Donc, oui, si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas accrédité à ce stade, vous pouvez toujours participer. Au cours du processus de l'AMI, de la sélection, de recevoir les propositions des projets, de révision des projets, on peut déclencher ou pas le processus d'accréditation, y compris juste regarder à quel niveau de maturité les propositions des projets sont et aussi le niveau de compliance que vous avez avec les critères d'accréditation. Mais je veux juste expliquer ça parce que j'ai vu déjà des questions qui demandent si c'est assuré qu'une agence accréditée va recevoir des fonds CAFI. Et la réponse, c'est non. Pas nécessairement une agence accréditée va recevoir des fonds parce que c'est deux processus différents. Le processus d'accréditation, c'est un processus de qualification, de trouver des agences et de travailler avec eux pour euh, passer les évaluations, pour réussir les critères. Et ces agences peuvent soumettre des projets. Ici, les projets sont à la fin approuvés par le conseil. Le fonds peut être décaissé. Mais je veux juste expliquer que le processus d'accréditation est différent du processus d'élaboration et révision d'une proposition de projet. Aussi, nous avons ce qu'on appelle Fast Track. Et on peut passer à la diapositive suivante. Pour le Fast Track, nous savons qu'il y a plusieurs dizaines d'autres fonds verticaux, parfois dans le même domaine que nous-mêmes. Par exemple, ici, je présente un print screen de GCF. Et oui,
selon les règles du CAFI, ce qu'on peut faire, on peut accélérer le processus d'accréditation si une agence, par exemple, est déjà accréditée auprès du GCF. Et ce que je fais, par exemple, pour préparer pour cet appel aujourd'hui, je cherchais quelques NGOs que j'ai vus qui voulaient participer dans cet appel. Je cherchais ces NGO dans ces liens-là pour trouver si elles sont ou pas accréditées. Je ne trouvais rien, mais je veux juste mentionner ça, que si vous avez déjà une évaluation RACT avec une autre agence des Nations Unies, on peut utiliser cette évaluation pour accélérer le processus d'accréditation. Et voilà, comme j'ai dit, même chose avec le fonds vert, le climat, on utilise aussi pour accélérer. Euh, Ensuite, s'il vous plaît. Voilà, ici je vais expliquer un peu les procédures même. Il y a beaucoup de détails, évidemment. Il y a, pour chaque évaluation que je vais décrire, il y a un checklist, mais tous les liens sont dans la présentation même, ils seront partagés avec vous. Euh, voilà, OK. Donc, pour l'accréditation, euh, selon l'expérience que nous avons, voilà, il y a 10 ans déjà, un procédure d'accréditation en général, il prend entre 3 et 4 mois. C'est un peu, il y a cette variation parce que la vitesse du processus d'accréditation dépend de la vitesse de l'organisation étant accréditée. Par exemple, quand on commence un processus d'accréditation avec une entité A, on, on demande un évaluateur indépendant, on paye de poche du CAFI, du fonds CAFI même, les coûts pour cette évaluation. Euh, le évaluateur indépendant commence les contacts avec l'agence, mais c'est possible que l'agence prenne beaucoup de temps de donner les réponses, de mobiliser les documents. Et c'est la raison que parfois, on a vu, par exemple, un processus d'accréditation même qui a pris 5 mois parce que l'agence a pris beaucoup de temps de mobiliser, de répondre à l'évaluateur. Et voilà. Comme j'ai dit, les coûts est pris en charge par le secrétariat CAFI en utilisant les fonds, les ressources du fonds même. Et voilà. On a, pour éviter des attentes pas harmonisées avec les règles, on a établi aussi une page, et c'est la diapositive suivante, qui nous montre, qui nous aide à présenter à les agences intéressées un potentiel qui veut travailler avec le fonds CAFI, qui lui permettent de savoir les différents critères, les différentes exigences au niveau d'accréditation. Comme vous avez vu, il y a un coût pris en charge par le fonds CAFI pour l'accréditation. C'est la raison qu'il n'existe pas une option d'une organisation qui arrive aujourd'hui veut déjà être accréditée. Euh, S'il n'y a pas une proposition d'un projet, un cours positif d'être approuvé, si l'agence n'est pas capable, n'a pas le- les compétences ou les structures minimum pour réussir l'évaluation qu'on va expliquer, on ne peut pas procéder, on ne peut pas euh, mobiliser un agent pour faire cette accréditation s'il y a des risques que l'agent, voilà, que l'accréditation va pas réussir un résultat positif. Donc, c'est la raison qu'on a mis ce lien-là. Vous pouvez y accéder et déjà répondre avec les infos du profit de ton organisation, et vous allez savoir, vous allez à la fin pouvoir savoir si, OK, je suis presque prête à réussir une évaluation si je commençais aujourd'hui ou pas. OK, ensuite. OK. Le gros du processus d'accréditation,
euh, concerne trois évaluations qui doivent être faites. C'est un processus rigoureux parce que, comme j'ai dit, ces critères, ces exigences-là sont harmonisés au niveau des Nations Unies et compris beaucoup de travail entre les fonds CAFI, les évaluateurs indépendants et aussi l'agence qui est évaluée. Le premier, qui est vraiment, désolé, vraiment important, c'est qu'on appelle l'évaluation HACT. C'est une évaluation qui concerne la gestion administrative, financière, exécutive de l'agence même. Donc ici, on contracte, on affirme qui va regarder l'organigramme, les documents d'établissement, la forme qui la gestion financière est faite dans l'organisation, les actifs, la gestion des coûts, les achats. C'est une évaluation qui est vraiment rigoureuse et à la fin, c'est attendu que pour être à passer, pour être accrédité au niveau auprès du CAFI, il faut réussir une évaluation catégorisée comme bas ou en anglais low pour cette évaluation-là. À nouveau, le checklist avec toutes les questions qui sont posées par rapport à cette évaluation sont disponibles aussi dans le lien qui sera partagé. Voilà, la deuxième, c'est l'évaluation sur l'exploitation sexuelle, le harcèlement sexuel. C'est un protocole qui a été établi par les Nations Unies au niveau du secrétaire général même, qui, toutes les agences, toutes les entités, n'importe pas si c'est du secteur privé, du secteur public, NGO, n'importe pas, doivent être en ligne avec certaines règles au niveau de politique contre harcèlement sexuel. Donc ici, nous avons en gros c'est 8 critères qui sont listés aussi vraiment clairs, qui sont publics aussi et sont utilisés par le volontaire indépendant pour évaluer si l'agence, le NGO A, B ou C a un, on, si l'agence vérifie pendant les processus de recrutement si les candidats ont été engagés dans quelque type de situation de plainte, voilà, de harcèlement. Aussi, l'organisation pose une structure pour accueillir une victime d'harcèlement sexuel. Voilà, c'est des exemples dans ces questionnaires-là. Et le troisième, c'est une évaluation de sauvegarde socio-environnementaux, euh, où ici, également, les fonds contractent un évaluateur qui va regarder, travailler avec la firme, euh, évaluer, désolé, l'agence évaluer si cette agence euh, a des politiques de sauvegarde. Euh, Parce que, évidemment, comme vous voyez, les domaines des projets financés par le CAFI engagent un range varié de expositions quand on parle de sauvegarde des peuples autochtones, sur les genres, et voilà, plusieurs d'autres. Et c'est la raison que c'est une exigence de savoir si au minimum des agences qui veulent être financées par CAFI présente quelques types de politiques qui regardent, qui aident à gérer l'impact et les sauvegardes de la mise en œuvre des projets. OK, ensuite, s'il vous plaît. Voilà, au-delà de ces trois évaluations, il y a une liste de documents qui est aussi nécessaire pour permettre avoir un dossier d'accréditation. On parle ici de lettres d'attestation. Donc, si un agent, il faut que l'agence qui veut recevoir fonds du CAFI, il faut que cette agence euh,
nous présente une lettre d'un travail précédent, passé ou actuel, où cette agence a déjà expérience en recevant des fonds par une agence de l'ONU ou par un autre type d'origine, une agence bilatérale, voilà, un pays donateur. Donc, c'est une exigence aussi du MPTFO. Euh, il faut que l'agence présente aussi les documents qui nous montrent la preuve du statut juridique. L'agence ABOC est bien établie et en compliance avec les règles du pays, voilà, les pays, les 6 pays qu'on travaille. Euh, voilà, le quatrième, ok, le troisième, c'est le rapport financier. Il faut aussi qu'une agence qui veut être accréditée partage avec le MPTFO, à travers de nous, le rapport financier, les audits, les rapports des audits précédents pour, voilà, pour permettre qu'on peut regarder la capacité financière de l'agence. Une agence, un NGO qui est habituée à travailler avec mobilisation des ressources de 100 000 $. Pourquoi est-ce que cette NGO fait une proposition d'un projet de 100 millions de dollars? Et c'est un exemple exagéré, mais voilà, peut-être 30 millions de dollars. Donc, c'est une analyse qui est faite aussi par par nous et par le bureau, le MPTFO. Ensuite, il y a ces documents d'enregistrement, mais c'est juste un document qui nous permet d'établir le profil les agences dans le système. Et le dernier, c'est un point important parce que c'est une exigence qui a été posée aussi pour permettre l'accès de les NGO au fonds CAFI. Ici, on parle de SOP, hein, procédure opérationnelle standardisée. Ce qui est attendu ici, c'est qu'au moment un PRODOC est en cours d'élaboration, c'est demandé aussi que l'agence présente comme annexe à ce PRODOC un SOP qui explique comment l'agence sera gérée par l'agence. L'argent sera garé dans la compte dans cette banque ici. La gestion sera faite à travers de Internet Banking. Nous avons 3 personnes avec pouvoir pour approuver et décasser une demande de paiement. La banque demande signature in person. Voilà, c'est juste un document qui explique au niveau pratique comment l'argent les fonds CAFI sera géré par par l'agence. C'est pas une chose compliquée, c'est pas une nouvelle au niveau de PNUD même. Chaque bureau des pays est demandé de préparer ces documents. Ici, en fait, euh, c'est une bonne pratique de l'AFD parce qu'il travaille avec cette exigence aussi avec le partenaire locaux. Donc, c'est la même chose que est demandé pour les agences NGOs qui veulent mobiliser argent mobiliser ressources avec le CAFI. OK, ensuite, s'il vous plaît. Voilà. Ce que j'expliquais au début, j'ai dit que les processus d'accréditation compris 2 choses, l'accès au fonds et aussi l'assurance qualité. L'accès au fonds, c'est clair, c'est de pouvoir recevoir des fonds. Mais l'accréditation n'arrête pas même au niveau de juste recevoir les fonds. Quand un projet reçoit, une agence reçoit le fonds pour le projet A, B ou C, c'est demandé aussi d'avoir ce qu'on appelle assurance qualité. Il y compris une liste d'activités qui est mise en œuvre par le secrétariat et aussi l'agence. Et à travers de ça, on va faire la suivi de la vie du projet financé. Ici, on parle des audits annuels payés par CAFI, financés par les fonds. Euh, donc, désolé. Donc, chacun, ce qu'on va faire, par exemple, au fin janvier, le premier trimestre de l'année,
on va demander, on contracter une firme qui va faire un audit concernant l'année précédente. C'est une exigence aussi et c'est en gros, c'est l'activité la plus importante quand on parle d'assurance qualité. Euh, on va aussi, pour- les évaluations que j'ai mentionnées, le HACT et l'évaluation contre le harcèlement sexuel, et ils ont une validité. C'est des 5 ans. Donc, s'il y a un projet, par exemple, de 6 ans qui va dépasser la validité des 5 ans pour ces évaluations, c'est demander qu'on fasse, qu'on renouvelle ces évaluations avec toutes les agences. Je sais que ce n'est pas les cas, c'est pas envisagé d'avoir un projet si long, mais juste pour expliquer que ces évaluations ont de validité aussi. OK? Et vous vous souvenez qu'au début, j'expliquais sur les fast track que si aujourd'hui il y a un NGO qui veut participer, cette NGO a déjà une évaluation HACT. Euh, on va regarder cette évaluation si elle est toujours valide, si elle n'était pas émise plus de 5 ans, et même si elle est valide, si elle, elle va rester valide pendant toute la vie du projet. Donc, c'est ça une chose qu'on fait aussi. Aussi, c'est attendu de faire qu'on fasse une évaluation mi-parcours quand on parle de sauvegarde. Ici, en général, euh, d'un mi-parcours d'un projet, on va de même façon payer du fonds CAFI un évaluateur qui va regarder euh, pas justement si les projets ont des politiques sauvegarde parce que ça a été fait déjà au moment de l'accréditation, mais dans ce stade-là, l'évaluateur va regarder les outils qui sont utilisés pour la mise en œuvre du projet, si elles sont effectives, si elles aident ou pas à réussir le résultat attendu du projet, voilà, l'efficace de ces outils. Ensuite, s'il vous plaît. OK. Donc, on a fini les 3 évaluations. L'agence a mobilisé la liste des documents que j'ai expliqués. Ce qu'on fait, on mobilise, on consolide tous ces documents-là. On envoie ces documents au bureau du MPTFO qui va regarder, qui va faire une révision, une évaluation des risques. J'ai dit un exemple qui va regarder la capacité financière d'absorption de les fonds et à la fin, le MPTFO, cette agence de gestion des fonds verticaux des Nations Unies, va donner son opinion. Oui, l'agence A, B ou C a passé bien les 3 évaluations, est compliant avec le critère, les documents, euh, et est passé au niveau d'accréditation. Avec ce feedback, le secrétariat travaille avec le conseil d'administration pour approuver une décision d'accès. La décision d'accès étant approuvée, on demande le bureau MPTFO de signer un accord cadre avec chaque organisation qui a été accréditée. Un accord cadre, c'est un accord qui couvre le partenariat même. C'est pas encore un accord qui engage décaissement d'argent. C'est un accord qui dit, OK, à partir de ce moment-là, l'agence A, B ou C est une agence accréditée, une agence, un organisme de mise en œuvre avec le CAFI. Et voilà, comme je dis, dans le lien que je présentais, il y a les différents, il y a le lien pour les Caneva du, de cet accord cadre avec toutes les provisions de reporting. Euh, le Caneva explique très bien, par exemple, au niveau de responsabilité. Et c'est important de comprendre parce que vous vous souvenez que je parlais de pass-through, c'est un avantage, mais par contre, la responsabilité de la gestion financière, de la gestion programmatique reste avec l'agence, l'organisme de mise en œuvre. OK? L'organisme qui a été accrédité, qui a signé l'accord cadre et qui va, si il pose un projet
approuvés par le conseil, recevoir les fonds CAFI. Euh, voilà, donc c'est ça les procédures. Si, comme j'ai dit, pas nécessairement une agence accréditée va recevoir des fonds CAFI, il faut que l'agence accréditée présente un projet approuvé par le conseil d'administration CAFI. Et voilà, avec un projet approuvé, le MPTFO signe ce qu'on appelle un accord de financement et à partir de là, les fonds sont décaissés. Et on commence la qualité assurance avec ce projet. Je pense que c'est la dernière diapositive suivante. Oui, c'est ça. Donc, je, je passe la parole à mes collègues et dans ce temps, je vais regarder aussi s'il y a pour répondre des messages dans le Q&A. Merci. Merci beaucoup. Donc, suite à la présentation qui vous a été faite, on espère que la plupart des questions que vous auriez et que vous avez posées via le module Q&A qui est en bas de votre écran ont pu être adressées, ont pu être traitées, mais vous êtes invité à soumettre toute nouvelle question qui n'aurait pas reçu de réponse. Encore une fois, c'est pas via le chat, c'est vraiment via le module Q&A. Bruno, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Effectivement, on a eu une session très intense là, pour essayer de répondre à vos questions sur le fil, mais il y a quand même évidemment beaucoup de questions similaires et donc qui correspondent effectivement à des nécessités de clarification légitimes, bien sûr. Donc, je vais essayer de ramasser au moins quelques grands éléments, notamment sur avec qui travailler en termes notamment de fournisseurs de services environnementaux, donc bénéficiaires sur le terrain direct, ainsi qu'en termes d'agrégateurs. Donc en termes des agrégateurs, c'est-à-dire les intermédiaires optionnels qui seront vraiment ceux qui sont au contact direct sur le terrain des bénéficiaires, des fournisseurs de services environnementaux. C'est très libre parce que de toute façon, c'est à chaque partenaire, à chaque organisation de mise en œuvre avec qui on va travailler, de faire la contractualisation de ces agrégateurs. Donc, de toute façon, que ce soit un agrégateur, que cet agrégateur soit une institution publique, un secteur privé, une ONG nationale ou internationale, ou etc., un privé en termes de, je sais pas moi, de la chaîne de valeur des spéculations agricoles, etc. Ça, c'est très libre. Ce qui est important, c'est que ça soit autorisé dans le cadre de vos procédures internes et de penser systématiquement qu'est-ce qui permet d'arriver au résultat, qu'est-ce qui permet d'arriver au résultat de la manière la plus efficiente possible, coût-efficacité, et qui permet d'assurer la durabilité des interventions. Et donc ça, encore une fois, les agrégateurs, c'est très libre, mais ça doit être justifié en pensant vraiment à tous ces éléments-là. Et puis en termes de qui est éligible en tant que fournisseur de services environnementaux, et avec qui donc on va pouvoir signer des contrats PSE. Donc ça, c'est défini avec les gouvernements dans le cadre de la contextualisation. Ça ne veut pas dire que c'est gravé dans le marbre. De toute façon, tout ce qui est fait dans ce cadre-là va être amené à évoluer au fur et à mesure du temps de l'apprentissage et des choses comme ça. Mais en termes de fournisseurs de services environnementaux, ce qui est dans les critères clés à prendre en compte, c'est notamment la capacité à contracter et encore une fois, tous ces éléments d'efficacité, efficience, mandat, durabilité, etc. Donc, de toute façon, il est nécessaire de justifier en prenant en compte tous ces éléments d'efficience et de durabilité. Il y a eu un certain nombre de questions aussi sur les barèmes. Effectivement, à ce stade, en prenant en compte le fait que la sous-région est évidemment très, très diverse d'un pays à l'autre, et même au sein des pays, bien sûr, d'une zone à une autre, il est difficile, il est prématuré, à notre avis, à ce stade, de mettre d'établir des barèmes stricts. Ça dépend aussi beaucoup avec qui on travaille, comment on travaille, etc., etc. Donc, dans tous les cas, c'est à vous de proposer en le justifiant de manière robuste. Euh,
Mais bien sûr, il y aura tout un travail aussi avec CAFI et les gouvernements en termes d'harmonisation, de manière à s'assurer que dans une même zone ou dans des zones proches, il y a une harmonisation de manière à éviter la fuite en avant, enfin, ou plutôt la fuite vers le haut pour proposer les tarifs les plus hauts pour avoir le plus facilement de gens, etc. Ce qui nuirait à l'efficience des activités. L'objectif, encore une fois, c'est, avec les ressources disponibles, d'avoir un plus grand impact possible en termes d'amélioration de préservation du couvert forestier et d'impact en termes de développement local. Et donc tout ça, c'est des éléments essentiels à prendre en compte. Au niveau de tous les prérequis, que ce soit foncier, que ce soit structuration communautaire, etc. On encourage très très fortement à identifier aussi les zones où déjà un maximum de ces prérequis sont déjà rassemblés, ce qui doit permettre de pouvoir aller plus vite vers des résultats concrets plutôt que de passer très très longtemps à faire des activités sans relativement peu d'impact en termes de PSE proprement dit. Et donc de pouvoir identifier les zones où effectivement un maximum de prérequis sont déjà rassemblés. Bien sûr, ça nécessitera toujours de refaire des consentements libres informés préalables, etc. Mais là où des travaux de structuration communautaire sur le foncier, que ce soit en termes de foresterie communautaire ou autres, ont été réalisés, de se concentrer déjà sur ces zones de manière à pouvoir avancer très, très rapidement, de manière très concrète. Et bien sûr, c'est les prérequis. Après, dans vos projets, il doit y avoir effectivement des budgets. Vous verrez de toute façon les structures des documents de projet pour justement travailler sur ces prérequis, les compléter, travailler sur des nouvelles zones, etc., dans le cadre des extensions et tout ça et tout ça. Voilà, de mon côté, ça, je pense que ça faisait vraiment partie vous voyez, de beaucoup, beaucoup de questions qui sont ramassées en une seule intervention ici, là. Je vais laisser la parole à mes autres collègues pour d'autres éléments aussi. Merci beaucoup Bruno. C'est Quentin Renard du secrétariat CAFI à Kinshasa. Il y a aussi, il y avait quelques questions aussi hein, sur les zones d'intervention. Donc juste pour compléter Bruno, effectivement, les termes de référence n'orientent pas les projets vers telle ou telle géographie, telle ou telle province dans les pays. J'ai vu notamment des questions sur les deux Kivu et l'Est de la RDC. Donc, il n'y a pas de prescription par rapport à ces zones. Par contre, les termes de référence, effectivement, renseignent non pas des critères d'éligibilité, mais des critères d'évaluation des propositions. Et là, en plus de tout ce que Bruno vient de présenter par rapport aux prérequis PSE, donc le fait d'avoir des communautés déjà structurées, le fait d'avoir des plans d'aménagement du territoire déjà validés, ça permet d'aller plus vite pour investir sur le terrain. Ensuite, effectivement, les propositions doivent pouvoir faire le lien avec la déforestation. Est-ce que la zone proposée est près d'un front de déforestation? Est-ce que les forêts sont sous pression dans la zone proposée? Est-ce qu'il y a finalement des hotspots de biodiversité qui feraient que les propositions présentent un intérêt particulier pour les objectifs de CAFI? Donc, il n'y a pas vraiment de prescription, mais certains critères d'évaluation liés à la déforestation et à la présence de prérequis qui permettent d'investir rapidement. Si on peut passer à la dia 36, s'il te plaît, Nadia, parce qu'il y avait aussi beaucoup de questions, évidemment, sur la formation de consortium, l'éligibilité de telle ou telle organisation, le processus d'accréditation. Donc, je pense que mes collègues, notamment Diego, ont déjà suffisamment répondu sur l'accréditation. Mais ici, c'est juste pour vous donner un exemple de deux projets qui sont en cours d'instruction par CAFI dans le cadre du PROBAC en RDC. Donc le PROBAC, c'est le programme du bassin d'approvisionnement de Kinshasa. Il y a un AMI qui avait été publié
en mai 2025. Et là, maintenant, on est sur le point d'approuver deux projets. Donc, c'est juste pour vous donner une idée des arrangements qui sont proposés dans le cadre de ces projets. Donc, on a un projet qui est porté par CFC, qui est le Common Fund for Commodities. C'est une agence accréditée au fonds CAFI qui va travailler avec un agrégateur principal qui est FRMI, c'est un opérateur privé, et qui lui va ensuite travailler avec des partenaires locaux sur le terrain, comme les ONG AMAR, NVD et GTDR, pour justement avoir un ancrage local fort au plus près des communautés pour accompagner les fournisseurs sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment un montage particulièrement intéressant puisque ça combine finalement les forces et avantages comparatifs de différentes organisations. En parallèle, on a aussi un autre projet, le projet porté par le WWF, qui lui est en cours d'accréditation au fonds CAFI et qui là aussi propose un projet dans 7 territoires, dans 2 provinces. Et là, le WWF s'associe avec des partenaires locaux qui aussi ont un ancrage fort au niveau des territoires. Donc là, ce projet du WWF couvre 7 territoires. Et bien, il y a 7 ONG nationales qui joueront ce rôle d'agrégateur au plus près des communautés. Donc ça, c'est vrai que c'est des consortiums qui sont intéressants puisqu'ils combinent finalement les forces et avantages de différentes organisations. J'ai vu aussi une question sur la structuration des activités dans le temps, notamment si un projet de 5 ans pouvait commencer, par exemple, les 2 premières années par de la structuration des communautés, de l'aménagement du territoire, etc., avant d'investir concrètement dans les activités PSE à partir de la 3e année. Donc, on passerait 2 ans finalement à préparer un petit peu le terrain avant d'investir concrètement dans des plantations, dans de la conservation après 2, 3 ans. Ça, c'est pas vraiment recommandé. Comme le disait Bruno, on cherche plutôt des acteurs qui sont déjà opérationnels, qui connaissent déjà le terrain, qui sont déjà en train de travailler avec des communautés structurées, qui ont déjà des plans d'aménagement. Donc ça permet aux agences d'investir directement dans les activités PSE, idéalement dès la 1re année. Bien sûr, en parallèle, comme Bruno l'expliquait, on peut continuer à étendre les zones d'intervention vers de nouvelles communautés, mais l'idéal est de pouvoir commencer à investir directement dès la première ou à tout le moins dès la 2e année. Voilà, je passe peut-être la parole à mes autres collègues, peut-être Bruno Guay sur les questions liées à l'implication du secteur privé et puis aussi aux questions relatives au marché du carbone. Merci. Oui, merci Quentin. Alors, en ce qui a trait à l'implication du secteur privé, euh, évidemment, on a, bon, il y a plusieurs éléments. Donc, il y a la durabilité économique et il y a l'articulation générale avec le secteur privé. Donc, la viabilité du projet des paiements par CAFI et l'articulation avec le secteur privé. Donc, en termes de durabilité économique, il faut prévoir une stratégie de sortie qui vise à réduire progressivement la dépendance au financement CAFI et assurer la pérennité des résultats après la fin du projet. Donc, ça peut inclure des mécanismes de financement durable, donc potentiellement l'intégration des PSE dans des stratégies de responsabilité sociale des entreprises, euh, l'intégration dans des stratégies justement de compensation carbone ou insetting là, des entreprises. Donc, on travaille, par exemple, il y a un projet au Cameroun qui travaille avec euh, les entreprises multinationales de cacao pour qu'elles intègrent les PSE dans leur stratégie justement euh, de neutralité carbone et ça permet une stratégie de sortie au-delà des ressources CAFI. Donc ça commence à répondre à la question sur les marchés carbone, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas de politique spécifique sur les marchés du carbone, mais on a un premier projet en cours de développement.
en cours d'approbation plutôt, où on envisage le marché du carbone comme une stratégie de sortie pour les financements d'aide publique au développement. Donc, si c'est votre intérêt de faire ça, euh, je- ce qu'on suggère, c'est de présenter ça clairement dans l'avis de manifestation d'intérêt comme une des options prometteuses comme stratégie de sortie du projet. Comme mentionné, c'est déjà quelque chose qui est envisagé dans un projet existant, même si c'est pas un projet dans un des pays couverts par cet ami. Il y a donc ces mécanismes de financement qui sont des compléments à l'aide au développement et on peut envisager d'autres mécanismes, hein. On n'est pas fermé, donc c'est aux organismes de mise en œuvre de voir s'ils peuvent proposer des choses intéressantes. Il y a l'autonomisation économique des bénéficiaires aussi, qui est un élément de durabilité à travers des renforcements des capacités locales pour le maintien des bonnes pratiques et surtout l'intégration des bénéficiaires dans des marchés formelles, des chaînes de valeur locales, régionales, internationales qui permettent d'augmenter les revenus, euh, d'accéder à des marchés premium dans certains cas. Donc, il y a des liens entre, évidemment, euh, tous les prérequis PSE et puis les programmes de certification agricole ou même forestier. Euh, donc, ensuite, comment faire ces liens-là? Bon, il y a plusieurs façons de le faire. Il peut y avoir des partenariats avec les entreprises privées pour payer les PSE. L'exemple que je vous ai donné des multinationales de cacao qui viennent prendre le relais de CAFI à la fin du contrat. Il peut y avoir des partenariats formels avec des entreprises pour sécuriser les débouchés, les contrats d'achat, par exemple. Il peut y avoir aussi un partenariat avec le secteur privé au niveau financier, donc c'est-à-dire que l'accès au crédit, aux assurances agricoles, au préfinancement pour les producteurs afin d'investir dans des intrants, dans des équipements. Donc ça, ce sont des formes de démontrer l'intégration dans le secteur, avec le secteur privé. Évidemment, pour la plupart de ces activités-là, à part peut-être le paiement direct par les entreprises, il faut évidemment appuyer le développement d'activités rémunératrices durables pour la poursuite des PSE. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même un angle économique fort et des PSE de plantation qui sont prévus. Donc, c'est important que les modèles qui sont promus en termes d'agroforesterie, d'agriculture, de déforestation, soient des modèles qui puissent devenir économiquement viables à terme euh, afin de faire une transition vers une autonomie économique des bénéficiaires, ce qui pourrait assurer la durabilité économique. Donc, voilà un peu tous les éléments qu'il faut prendre en compte. Et c'est évidemment un élément névralgique pour le programme PSE. Euh, donc, je pense que c'est ça la réponse en général, rapidement. Vu le temps est parti. S'il y a des questions additionnelles, évidemment, n'hésitez pas à nous écrire. Des questions détaillées par écrit à l'adresse eoi.cafi@untp.org. Donc, je pense qu'on est arrivé à la clôture. Je peut-être Camille, si tu veux clore, ou si il y a quelques mots finaux, ou peut-être Leslie, si tu veux clore. Excuse-moi Bruno, juste il y a beaucoup de mains levées. Si on peut réitérer qu'on ne prend pas les questions orales. Oui, donc on ne prendra pas les questions orales lors de ce webinaire. S'il vous plaît, envoyez vos questions par écrit, elles pourront être, on pourra y répondre. Oui, et donc, comme ça a été évoqué, une question qui a été posée plusieurs fois, hein, les questions-réponses, donc ça seront mises à disposition comme les présentations et l'enregistrement de la vidéo sur le site internet, sur la page de l'appel à manifestation d'intérêt. Ce sera mis à disposition rapidement et compléter la foire aux questions. Hein, donc la matrice de questions-réponses sera mise à jour au fur et à mesure. Mais une première version de cette matrice sera
sera mise à disposition rapidement. Ce ne sera pas simplement début février que la première version de la matrice sera mise à disposition. C'est simplement qu'il y a une deadline pour toutes ces questions-là. Il y a des questions qui vont revenir au fur et à mesure en fonction justement du travail sur les soumissions. Donc on peut recevoir ces questions jusqu'au début février et ce sera mis à jour sur le site progressivement en fonction justement des questions reçues. J'espère que c'est clair. Donc, si vous permettez, nous allons procéder à la clôture. Donc, une nouvelle fois, et au risque de nous répéter, donc la présentation qui vous a été faite, donc le PowerPoint ici qui vous a été déroulé, la vidéo, mais également une synthèse des questions écrites qui ont été soumises via le module Q&A et les réponses écrites qui vous ont été fournies seront publiées sur la page web dédiée à l'appel à manifestation d'intérêt de notre site internet. Donc ici, euh, j'espère que vous verrez mon écran. Donc ici, c'est la page web, j'espère que vous voyez, c'est la page web dédiée à l'appel à manifestation d'intérêt qui est sur notre site internet. Donc ce lien vous a été partagé à plusieurs reprises pour informer de la publication de l'appel à manifestation d'intérêt, mais aussi de l'organisation de la présente session d'information. Donc de la même manière, on va mettre à jour cette page avec la vidéo, la présentation et toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui et les réponses qui ont été données par écrit. On rappelle une nouvelle fois que vous pouvez en plus soumettre des questions écrites par mail. Donc vous avez l'adresse mail qui figure sur l'AMI dans les termes de référence. Et donc vous pouvez envoyer vos questions écrites au plus tard le 6 février et les réponses seront publiées au plus tard le 12 février. Au plus tard, puisque on va veiller à régulièrement publier des réponses pour ne pas que vous ayez à la dernière minute des éléments complémentaires pour pouvoir construire votre proposition. Je vais publier dans le chat. Ici, j'espère que vous voyez. Donc l'adresse mail. Je viens de poster déjà. Oui, pour Oui, l'adresse. c'était disponible uniquement pour les hosts et panélistes. Donc maintenant, vous pouvez normalement voir l'adresse mail, donc eoi.cafi@undp.org. Voilà, sur ce, on vous remercie chaleureusement de votre participation très active à cette présentation, à cette session d'information. On vous souhaite un très bon travail et bon courage pour la préparation de vos manifestations d'intérêt. Merci beaucoup à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.